Oui, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais bien remercier aussi Madame Kudenek pour l'acceptation de nous recevoir ici à Namur pour ce mois de mai. Et je voudrais remercier aussi Betty qui était très amicale, je peux dire. Et je vous remercie aussi de l'opportunité d'être ici pour discuter mon sujet de thèse parmi tous ces chercheurs du droit de la mer et de l'économie de la mer. Je m'appelle Fernanda Castelo Branco Araújo. Je suis doctorante en droit à l'Université de Brasilia et je viens de recevoir l'acceptation de l'Université d'Aix-Marseille par rapport à ma demande de co-tutelle. Alors maintenant, je suis aussi attachée à Ostéric, à Aix-en-Provence. Comme vous savez déjà, ma recherche, elle vise à étudier les instruments juridiques qui peuvent contribuer à une gestion plus durable des ressources marines en respectant les intérêts des communautés de pêcheurs qui habitent le littoral. Ces projets-là, ils se développent dans le cadre de deux projets qui font partie d'un financement brésilien en partenariat avec Cofecube, avec des universités françaises. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici depuis décembre. Et dans mon cas, je vais rester jusqu'au mois de mai 2018. Alors, j'ai encore un an. Et ma présentation, je vais la faire en trois parties. Je vais premièrement contextualiser un peu les problèmes. Après, je vais vous montrer la problématisation, la problématique, l'hypothèse et la méthode que j'ai l'intention de suivre. Et après, je vais vous poser aussi des questions parce qu'à ce moment-là, ce que j'ai le plus, ce sont des questions et pas des réponses, pas encore. Et j'ai commencé cette recherche, ça fait plutôt un an maintenant, 1 an et 2 mois. Alors, je pars de deux prémices générales. Premièrement, je crois que tout le monde ici est d'accord que la zone côtière est un espace très important en termes écosystémiques, mais aussi elle est très sensible, surtout quand on parle des problèmes environnementaux. Et par exemple, au Brésil, si on voit que la zone côtière elle n'a pas plus que 10 mètres d'altitude, alors s'il y a un changement climatique et l'élévation de la mer, c'est sûr que tout ça sera inondé. Alors, c'est aussi très sensible, très vulnérable. Et l'autre prémisse, c'est que de plus en plus, il y a des études qui montrent les rôles essentiels des communautés traditionnelles pour promouvoir une gestion plus durable des ressources marines, alors pour promouvoir le développement durable. Et alors, je vais passer à parler maintenant un peu sur la zone côtière du Brésil et aussi sur ces communautés de pêcheurs. Premièrement, sur la zone côtière du Brésil, elle a plus de 8000 km² d'extension. Si on regarde la carte, tout ce qui est en rouge, ça, c'est la zone côtière du Brésil. Ça couvre 17 États. Alors, c'est une extension très considérable du Brésil. Et c'est là-bas où il habite plus d'un quart de toute la population du Brésil. 23% des habitants du Brésil habitent à la zone côtière. Et c'est pour ça qu'elle est considérée par la Constitution fédérale comme un patrimoine national. Ça veut dire qu'elle a une protection spéciale au niveau national. Elle est définie au Brésil, différemment de la directive, au Brésil par deux lois. La première, elle est de 1988. Et elle définit la zone côtière comme l'espace géographique d'interaction d'air, terre et mer, y compris ces ressources renouvelables ou pas, ces ressources naturelles renouvelables ou pas, avec une portion maritime et autre terrestre.
Et 2 ans après, c'est venu le décret qui a réglementé cette première loi-là et qui a précisé que la portion maritime comprendre les 12 milles nautiques, ça veut dire que c'est la mer territoriale, c'est compris dans la zone côtière brésilienne. Et la portion terrestre est plutôt comme ici en France, elle comprend toutes les communes, c'est les municipalités qui sont influencées directement par la mer. C'est un peu comme ça, la définition légale. Et la zone côtière, elle est objet des politiques de gestion et aussi des ressources. Alors, il y a un organe principal qui s'appelle la Commission interministérielle pour les ressources de la mer, CIRM. Elle a été créée en 1974 et cette commission-là, elle a fait la politique nationale des ressources de la mer en 1980. Et tout ça, c'est coordonné par le ministère de l'Environnement. Alors, c'est une politique environnementale au Brésil. Après, c'est venu la loi 7661 en 1988 qui a institué un plan national de gestion côtière. Et ce plan a été après réglementé par 2 décrets et il est aussi actualisé, on peut dire, tous les 3 ans par les plans sectoriels pour les ressources marines. Et ces plans sont plus spécifiques, ils parlent sur les activités, sur les types de ressources. Alors, on est maintenant au 9e plan et il a été publié en 2015. Et ce que c'est important de remarquer ici, c'est que l'un des objectifs principaux de la gestion côtière au Brésil est promouvoir une gestion intégrée, décentralisée et participative des activités qui sont développées dans la zone côtière. Et ça, c'est dit dans la loi de 1988. Et d'un autre côté, je parle un peu d'encadrement de communautés de pêcheurs, comment ils sont caractérisés. D'un point de vue sociologique, on peut dire qu'ils sont formés par un mélange de populations autochtones. Des personnes sont venues de l'Europe pour habiter au Brésil et aussi des groupes de gens qui habitaient les abris d'esclaves. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. On avait l'esclavage au Brésil, il y avait des abris pour les esclaves qui étaient en fuite. Et ils ont formé des groupes qu'on appelle les quilombolas. L'abri, c'est les quilombos, et les quilombolas, c'est les groupes de populations qui habitaient là-bas. Et ils développent surtout la pêche artisanale, mais aussi d'autres activités comme un type d'agriculture familiale. Et dans un point de vue juridique, ils peuvent être caractérisés dans l'aspect individuel, comme les pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale, qu'au Brésil est définie comme un type de pêche commerciale, ou la pêche de subsistance, qui n'est pas commerciale. Et dans l'aspect collectif, les communautés sont considérées traditionnelles et elles font partie du patrimoine culturel du Brésil. Et ça, c'est dit dans la Constitution fédérale. Et ça veut dire que l'État brésilien va s'engager à maintenir leur façon de vivre, façon de créer et tout ça. Et alors, étant donné que les communautés de pêcheurs qui habitent la zone côtière sont pêcheurs marins qui sont protégés pour un statut de communauté traditionnelle, on a des régimes consacrément. Ce sont les régimes du droit international des droits de l'homme. Par exemple, la Convention 169 de l'OIT, la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones. Il y a aussi les régimes de droit de l'environnement,
par exemple, la déclaration de Rio 92, la Convention sur la biodiversité, les protocoles de Nagoya, qui ont des règles qui vont toucher les communautés traditionnelles. Et au Brésil, il y a aussi des règles qui donnent certains droits à ces communautés-là. Par exemple, ils ont le droit à la participation à la prise de décision au niveau national. Et ça, c'est dit dans la loi de 2015 qui parle de l'accès et les partages des bénéfices qui sont devenus de l'utilisation des ressources génétiques, des connaissances des peuples traditionnels. Je crois que vous pouvez comprendre de CDB, de la partie d'article 15-16. Et ils ont aussi le droit au territoire traditionnel, ça veut dire qu'ils ont le droit d'être propriétaires, mais ça a un sens collectif, c'est différent de la propriété privée. Ils ont l'accès aux ressources naturelles qui sont essentielles pour leur survie. Ils ont le droit à la consultation préalable. Et ils ont le droit de n'être pas déplacés aussi. Et d'autres droits qui sont venus de la Convention 169 parce que le Brésil a ratifié cette convention-là. Et moi, je m'intéresse dans ma thèse dans l'aspect collectif de ces communautés. Je ne suis pas concernée au l'aspect individuel. Je veux voir l'aspect collectif. Et je commence déjà à problématiser quand j'ai vérifié que dans la pratique, malgré ils ont tous ces droits-là, en pratique, les cours internationaux, elles donnent à ces communautés les mêmes droits que les communautés locales, qui ne sont pas traditionnelles. Alors, d'un côté, elles sont vues comme des communautés qui sont spéciaux, qui sont bienvenues pour la conservation de la planète et tout ça. Mais d'un autre côté, en pratique, il n'y a pas une grande différence. Alors, pour problématiser bien mon sujet, je veux vous dire qu'il y a plusieurs problèmes d'exécution dans la politique de gestion des zones côtières au Brésil. Par exemple, il y a des outils qui sont prévus dans la loi qui ne sont jamais mis en œuvre, ou même il y a des projets qui commencent et après qui sont discontinués. Et alors, elles ont aussi ces droits menacés ou violés à cause de déni du droit à la terre et au territoire. Ça veut dire que je vous ai montré qu'il y a beaucoup de droits qui sont assurés à eux, mais en pratique, la Constitution, elle dit spécifiquement que les indigènes et les quilombolas ont le droit au territoire, mais elle ne dit rien par rapport aux communautés de pêcheurs. Et ils n'ont pas l'accès à l'information. Par exemple, le secteur de la pêche au Brésil, les dernières données qui sont publiées, ça c'était en 2011. Alors, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on n'a pas des informations par rapport à la pêche au Brésil. Et il y a aussi un déficit de participation à la prise de décisions publiques. Comme Raquel a dit, dans les processus d'autorisation environnementale, il faut faire des consultations au public. Mais dans la pratique, ça se passe qu'au début du projet. Et après, il y a une enquête publique, mais après que les projets commencent véritablement à intervenir dans les territoires, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'il n'y a plus d'opportunités. C'est qu'au début du projet. Et pour donner un exemple plus concret, il y a eu une étude qui s'est publiée l'année dernière qui dit que
seulement pendant l'année 2016, on avait plus de 100 conflits impliquant les communautés de pêcheurs du littoral au Brésil, en train de se mettre en place. Alors, c'est une chose très considérable. Et alors, on peut voir que même si les communautés de pêcheurs, aujourd'hui, elles ne sont plus seulement vues dans la scène juridique comme des victimes, mais elles sont aussi considérées comme des acteurs, et surtout quand on parle de la conservation de l'environnement. On peut voir que leurs revendications ne sont pas abouties. Et ce que je veux voir, c'est quels sont les outils qui peuvent contribuer à harmoniser les normes juridiques de gestion des ressources marines, compte tenu les droits et les intérêts des communautés de pêcheurs qui vivent sur le littoral. Ça, c'est la grande question de mon sujet de thèse. Et l'hypothèse que je pose, c'est que c'est possible de parvenir à une gestion plus durable des ressources marines en assurant par les droits les revendications des communautés traditionnelles du littoral. Et ces images-là, madame, c'est dans la communauté que vous avez visitée. Oui. La méthode que je suis en train de suivre, c'est premièrement d'analyser quels sont les droits déjà assurés aux communautés de pêcheurs au niveau international, au niveau national et au niveau de la jurisprudence internationale et du Brésil aussi. Et après, je veux vérifier quels sont les outils qui sont plus adaptés au caractère transnationaux et transversaux des problèmes qui se passent dans les zones côtières. Et alors, je vous ai montré que je m'intéresse à proposer des outils qui peuvent harmoniser un peu cette situation. Alors, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si je commence à poser déjà ou si vous avez des questions à me poser avant. Mais j'ai 5 questions. C'est pas mal de questions. Mais c'est ça. Vous pouvez les poser, puis on reviendra dessus. D'accord. Alors, premièrement, je voudrais savoir quels sont les outils de gestion des ressources marines les plus transversaux que vous trouvez, qu'il existe déjà, mais je crois que vous avez déjà commencé à parler, les schémas. Comment vous pensez que les revendications des pêcheurs traditionnels peuvent être mieux prises en compte au niveau international? Quels sont les points positifs et les faiblesses de la politique commune de pêche en termes de gestion durable des pêches et des droits des pêcheurs dans un sens collectif? Et quelle est la place de l'approche écosystémique en pratique dans le contexte de la politique commune de pêche et de l'aménagement du territoire maritime? Parce que je sais qu'il est là dans la loi, mais je ne sais pas si en pratique il est appliqué. L'approche est appliquée. Et comment se passe la gouvernance des pêcheries actuellement en Europe et en France? Et quelle est la place qui est donnée pour les pêcheurs? S'il y a ici un exemple de co-gestion des pêcheries. C'est ça, c'est seulement ça. Merci de votre attention. J'ai ici mon adresse email si vous voulez.